Viens au mariage de ta sœur où je coupe les vivres. C'est non négociable. La voix de mon père, Hubert, a claqué dans le combiné comme un coup de fouet, ce même ton autoritaire, cassant et sans appel qui me faisait trembler de terreur quand j'avais 10 ans. Il pensait tenir ma vie entière entre ses mains calleuses grâce à un virement mensuel automatique de 500 € qu'il appelait pompeusement ma bourse d'études familiales. Il s'imaginait que j'étais encore cette étudiante fauchée, dépendante, fragile, terrifiée à l'idée de perdre son unique soutien financier dans un monde qu'il jugeait trop dur pour moi. Ce qu'il ignorait, enfermé dans ses certitudes patriarcales à Montauban, c'est que je me tenais en ce moment même au dernier étage d'une tour de verre étincelante à Bordeaux, contemplant les eaux boueuses et puissantes de la Garonne, avec un contrat de chef de projet à 45 000 € par an signé et posé sur mon bureau en chêne. Il ignorait que sa menace était aussi vide que son compte en banque allait bientôt l'être. Il voulait la guerre? Il voulait un rapport de force? Il allait l'avoir. Et mon arme ne serait ni des cris hystériques, ni des pleurs de supplication, mais une simple, petite et dévastatrice enveloppe blanche. Avant de vous raconter comment j'ai fait s'effondrer le château de cartes de ma famille toxique en une seule phrase et quelques grammes de papier, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Dites-moi en commentaire votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous actuellement. J'adore lire vos messages aux quatre coins du monde, cela me rappelle que je ne suis pas seule. Allez, c'est parti. Je respirais profondément, laissant l'air climatisé et purifié de mon bureau moderne remplir mes poumons, contrastant violemment avec la chaleur moite de l'angoisse qui tentait de remonter le long de ma colonne vertébrale. Mais cette angoisse, c'était un vieux réflexe conditionné, une mémoire musculaire de mon enfance sous emprise. Aujourd'hui, j'étais Sidonie, 26 ans, ingénieure hydrologue respectée par mes pairs, crainte par mes sous-traitants pour ma rigueur, et totalement indépendante. Je n'étais plus la petite fille invisible et maladroite de Montauban qui s'excusait d'exister. Tu m'écoutes, Sidonie? Aboya mon père à l'autre bout du fil, sa patience légendaire s'effritant déjà. Ta mère est en train de faire une crise de nerfs dans la cuisine. Elle dit que tu n'as même pas encore confirmé ta venue pour le vin d'honneur auprès du traiteur. Tu te prends pour qui, ma fille? Olympe se marie. C'est le jour le plus important de la vie de cette famille. C'est l'aboutissement de tout ce que nous avons construit. Le jour le plus important. Bien sûr. La phrase résonna dans mon esprit avec une amertume acide. Pas le jour où j'ai eu mon baccalauréat scientifique avec la mention très bien, une première dans la famille. Pas le jour où j'ai été acceptée en classe préparatoire aux grandes écoles. Pas le jour où j'ai décroché mon diplôme d'ingénieur d'État, major de ma promotion, il y a à peine 3 semaines. Non, pour eux, ces événements n'étaient que des notes de bas de page. Le jour le plus important, l'apogée de notre existence collective, était celui où Olympe, ma sœur cadette, allait épouser Enguerrand, un fils de bonne famille de la région, dont la principale qualité était d'avoir un nom à particules, un vignoble hérité de ses ancêtres et un compte en banque supposément inépuisable. Je t'écoute, papa, répondis-je, ma voix étrangement calme, presque métallique, dénuée de l'émotion qu'il espérait y trouver. Je serai là. Samedi. Au château de Loubjac. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Et tâche d'être présentable, ajouta-t-il, sa voix baissant d'un ton, devenant sourdement menaçante, comme un chien qui grogne avant de mordre. Pas de tes tenues de souillon, pas de tes jeans troués ou de tes pulls informes. Et n'oublie pas une chose essentielle, Sidonie, si tu ne viens pas, ou si tu gâches quoi que ce soit par ta mauvaise humeur habituelle ou ta jalousie maladive, je contacte la banque lundi matin à la première heure et je bloque le virement permanent. Tu pourras dire adieu à ton année scolaire, à ton loyer et à ton avenir. Tu finiras caissière, comme tu le mérites. Un rire nerveux, presque hystérique, menaça de s'échapper de ma gorge, mais je le retins fermement. Mon année scolaire? J'avais soutenu mon mémoire final devant un jury d'experts il y a 1 mois. J'avais déjà mon diplôme encadré, caché au fond de mon dressing derrière mes manteaux d'hiver. J'avais déjà touché mon premier salaire complet. Sa menace était une épée de bois brandie contre un tank. Compris, papa. Je serai là. À samedi. Il raccrocha brutalement, sans un au revoir, sans un je t'aime. C'était typique d'Hubert. Les ordres ne nécessitent pas de politesse, et les subordonnés ne méritent pas d'affection. Je posai mon smartphone sur le bureau en chêne massif de mon nouveau cabinet. Dehors, la ville de Bordeaux s'étendait, magnifique, vibrante et libre. J'avais construit cette vie seule, brique par brique, larme par larme. Chaque succès,
Chaque euro sur mon compte épargne était le fruit de mes nuits blanches à étudier et de mes sacrifices silencieux. Ils pensaient que j'étais leur obligé. Ils pensaient que l'argent était leur laisse pour me contrôler, pour me faire asseoir et coucher à leur guise. Pendant des années, j'avais joué le jeu. J'avais accepté les miettes, les critiques acerbes, le silence indifférent. Mais ce samedi, tout allait changer. J'allais retourner à Montauban, non pas comme la fille soumise et reconnaissante qu'ils attendaient, mais comme le juge suprême de leur propre péché. J'ai ouvert le tiroir sécurisé de mon bureau et sorti mon chéquier. Mes doigts ne tremblaient pas. J'ai regardé le montant que j'avais calculé la veille au soir sur un tableur Excel, à l'euro près, en incluant l'inflation et les intérêts légaux. C'était le prix exact de ma liberté. Le prix pour couper le cordon ombilical pourri et gangrené qui nous reliait encore. J'allais à ce mariage. Mais je n'y allais pas pour célébrer l'union d'Olympe et Enguerrand. J'y allais pour célébrer mes propres funérailles familiales et ma renaissance. Pour comprendre la violence de ce qui allait se passer, pour saisir pourquoi une fille déciderait d'humilier son père en public, il faut que je vous parle d'Olympe. Olympe, avec ses boucles blondes parfaites, ses yeux de biche et son sourire d'ange, née 3 ans après moi. Dès sa naissance, la dynamique de la maison a changé. Je suis passé du statut d'enfant unique à celui de meuble utilitaire. Non, c'est injuste pour les meubles. Un meuble, on l'entretient, on le dépoussière. J'étais plutôt une ombre gênante dans le coin de la pièce. Toute notre enfance a suivi le même schéma pervers et destructeur. Si Olympe obtenait une bonne note par miracle, disons un rare 12 sur 20 en arts plastiques, c'était du champagne au dîner, des félicitations interminables et des appels à toute la famille. Si j'obtenais un 19 sur 20 en mathématiques ou en physique, ma mère, Bernadette, soupirait en levant les yeux au ciel et disait d'un ton traînant, « C'est bien, Sidonie, mais ne sois pas si intello, tu vas te rider le front et ça fait peur aux garçons. » Personne n'aime les filles trop intelligentes. Mais le véritable point de rupture, celui qui a transformé ma tristesse d'enfant en une colère d'adulte froide et calculatrice, s'est produit il y a 4 ans. J'avais 22 ans. Je venais de recevoir la lettre qui allait changer ma vie. J'étais acceptée dans une prestigieuse école d'ingénieur à Lyon. C'était mon rêve absolu, la porte de sortie de cette vie étriquée. Mais c'était une école privée, et les frais de scolarité étaient élevés. Je me souviens de ce dîner comme si c'était hier. L'odeur du rôti trop cuit, le bruit de la télévision en fond sonore. J'avais posé la lettre d'admission sur la table en formica, le cœur battant à tout rompre, les mains moites. « Papa, maman, j'ai réussi », avais-je dit, les yeux brillants d'espoir. Je suis prise. C'est 6 000 € l'année. Mais avec ce diplôme, j'aurai un emploi garanti, un salaire incroyable. C'est un investissement. Hubert avait froncé les sourcils, coupant son steak avec une violence inutile, faisant grincer son couteau sur l'assiette. 6 000 €? Tu crois qu'on imprime des billets à la cave, Sidonie? Tu vis sur quelle planète? Les affaires vont mal. L'atelier de céramique ne se vend plus comme avant, la concurrence chinoise nous tue. Bernadette avait renchéri, sans même me regarder. On ne peut pas se permettre ça, ma chérie. C'est de la folie des grandeurs. Tu devrais aller à la fac du coin, c'est gratuit et c'est très bien pour quelqu'un comme toi. J'avais accepté, le cœur brisé, ravalant mes larmes pour ne pas leur donner satisfaction. Ils ont fini par payer le premier semestre de mes frais d'installation dans une université publique et les frais d'inscription, environ 3 000 €, plus quelques aides éparses pour le loyer la première année. Au total, sur 4 ans, ils m'avaient versé environ 14 500 €. Et à chaque virement, c'était le même refrain culpabilisant. On se saigne pour toi, tu nous coûtes une fortune, tu as intérêt à réussir sinon on coupe tout. Pourtant, 2 mois après m'avoir refusé mon école de rêve pour cause de problèmes financiers gravissimes, une voiture neuve est apparue dans l'allée du garage. Une Fiat 500, blanc nacré, rutilante, avec un intérieur cuir rouge et toutes les options possibles. C'est pour Olympe, avait gazouillé ma mère avec un sourire radieux que je ne lui avais jamais vu pour moi. La pauvre chérie doit aller à ses castings de mannequinat à Toulouse, elle ne peut pas prendre le train avec tout son matériel, c'est trop dangereux, et les bus sont sales. Elle a besoin de sécurité. Olympe n'a jamais décroché un seul contrat de mannequinat. Pas un seul. Elle a utilisé la voiture pour aller faire du shopping, voir ses copines, et rejoindre ses petits copains dans les villages voisins. Moi, pendant ce temps, je prenais le bus de nuit pour rentrer de mon job d'étudiante serveuse dans une brasserie bruyante, épuisée, sentant la friture, révisant mes cours de mécanique des fluides sous la lumière jaune et vacillante des lampadaires.
J'ai cumulé 3 emplois. Serveuse, distributrice de journaux, tutrice de mathématiques. J'ai mangé des pâtes au beurre et du riz blanc pendant 4 ans. J'ai porté des manteaux d'occasion troués aux poches. J'ai réussi, seule. Mais je n'ai rien dit. J'ai laissé mon père croire qu'il me maintenait à flot avec ses 500 € mensuels. Pourquoi? Parce que je voulais voir jusqu'où ils iraient dans leur aveuglement. Je voulais voir s'ils finiraient par me voir, par demander « Sidonie, comment tu fais pour vivre ?» Mais non. Jamais. Même aujourd'hui, alors que je gérais des budgets de plusieurs millions d'euros pour la ville de Bordeaux, pour eux, je n'étais que la pauvre Sidonie qui galère avec ses études interminables et qui a besoin de la charité paternelle. Ce week-end, ils allaient découvrir que la pauvre Sidonie valait bien plus qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Et cette réalisation allait leur coûter très cher, bien plus que de l'argent. Le lendemain de l'appel de mon père, je me suis rendue à ma banque, située place des Grands Hommes à Bordeaux. L'endroit était feutré, calme, sentant l'argent discret et la respectabilité bourgeoise. Les moquettes étaient épaisses, absorbant le bruit de mes pas déterminés. « Bonjour mademoiselle », me salua mon conseiller, monsieur Dupuis, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux gris impeccables, avec un sourire respectueux. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? » J'ai besoin d'un chèque de banque, monsieur Dupuis. Débité de mon compte épargne principale. Bien sûr. Quel montant désirez-vous ? 14 500 €. Il tapa rapidement sur son clavier, sans sourciller. Pour lui, vu l'état de mes comptes, c'était une transaction standard. C'est une somme importante pour un retrait unique. C'est pour un achat de véhicule ? Une mise de fonds pour un appartement ? Je souris, un sourire sans joie qui ne monta pas jusqu'à mes yeux. Non, monsieur Dupuis. C'est pour solder une vieille dette. Une dette morale. Une dette de sang. En sortant de la banque avec l'enveloppe épaisse dans mon sac à main en cuir, j'ai senti un poids physique, comme si je transportais une bombe. J'ai appelé Asilis. Asilis était ma meilleure amie depuis le lycée, ma sœur de cœur, la seule personne au monde qui connaissait toute la vérité sur ma double vie, l'étudiante assistée aux yeux de mes parents, et la femme de carrière accomplie que j'étais réellement. « Tu vas vraiment le faire ?» demanda Asilis dès qu'elle décrocha, sa voix teintée d'un mélange d'inquiétude protectrice et d'excitation vengeresse. « Devant tout le monde ? Au milieu du mariage ? C'est le seul moyen, Asie. Si je leur envoie le chèque par la poste, ils vont l'encaisser en silence et inventer une histoire comme quoi je leur dois encore plus, ou que c'est un remboursement partiel. Si je le fais en privé, ils vont nier, déformer la réalité, dire que je suis folle. Il faut que ce soit public. Il faut des témoins. Il faut que la honte change de camp. Tu sais qu'ils ne te pardonneront jamais ? Ils sont orgueilleux, Sidonie. Tu vas les briser socialement. Je ne cherche pas leur pardon, Asilis, répondis-je en regardant mon reflet dans la vitrine d'un magasin de luxe. Je cherche ma libération. Je cherche à reprendre mon nom, mon identité. Tant qu'ils pensent me posséder financièrement, je suis leur chose. L'après-midi même, je suis allée faire les boutiques rue Sainte-Catherine, l'artère commerçante de Bordeaux. Olympe avait envoyé un code vestimentaire strict et ridicule pour les invités féminins, pastel et romantique. Elle voulait que tout le monde ressemble à des macarons Ladurée ou à des demoiselles d'honneur américaines pour servir de décor inoffensif à sa beauté éclatante. J'ai erré dans les rayons, touchant des soies roses poudrées, des chiffons jaunes pâles, des dentelles vermantes. Tout cela me donnait la nausée. Puis, mes yeux se sont posés sur un tailleur dans une vitrine. Bleu marine. Coupe droite, stricte, professionnelle, presque austère. Une tenue de femme d'affaires puissante, pas de demoiselle d'honneur soumise. Une tenue qui criait « Je suis ici par obligation contractuelle, pas par adhésion sentimentale ». Je l'ai acheté sans regarder le prix. En me regardant dans le miroir de la cabine d'essayage, je n'ai pas vu la fille timide qui pleurait dans sa chambre parce que sa sœur avait eu la plus grosse part de gâteau ou le plus beau cadeau de Noël. J'ai vu une étrangère. Une guerrière en armure de laine froide. J'ai vu quelqu'un qui n'avait plus peur. J'étais prête. Le chèque était dans mon sac, brûlant comme une braise. La robe était dans la housse. Ma lettre de démission de la famille était signée. Il ne restait plus qu'à la remettre en main propre, devant l'assemblée des juges. Honnêtement, mettez-vous à ma place un instant.
Si vos parents achetaient une voiture neuve à votre sœur juste après vous avoir juré les yeux dans les yeux qu'ils n'avaient pas d'argent pour vos études, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous coupé les ponts tout de suite? Ou auriez-vous, comme moi, préparé une vengeance lente et méticuleuse pendant 4 ans? Dites-le moi en commentaire, je suis curieuse de savoir si je suis la seule à avoir cet esprit de justice un peu tordu. Le samedi matin, le ciel au-dessus de l'autoroute A62 qui relie Bordeaux à Montauban était d'un gris menaçant, lourd de nuages bas, comme si la météo elle-même désapprouvait ce que je m'apprêtais à faire. Je roulais dans ma propre voiture, une berline allemande noire, discrète mais puissante, avec des sièges en cuir chauffant, que j'avais acheté le mois dernier avec mon bonus de signature. J'avais prévu de la garer loin de l'entrée principale du château, derrière les fourrés épais du parc, pour ne pas éveiller les soupçons. Il devait continuer à croire jusqu'au dernier moment que je venais en train de seconde classe ou en covoiturage bon marché. Le château de Loubjac se dressait au milieu des vignes vallonnées, imposant, ancien et prétentieux, exactement le genre d'endroit qu'Olympe choisirait pour épater la galerie et prouver sa valeur sociale. Le parking en gravier blanc était déjà rempli de voitures de luxe, des Porsche, des Mercedes, des SUV flambant neufs, les véhicules de la famille d'Enguerrand et de leurs amis fortunés du vignoble. À peine avais-je posé le pied sur les graviers de l'allée que ma mère, Bernadette, surgit telle une harpie en tailleur Chanel rose bonbon, probablement une contrefaçon bien imitée ou achetée à crédit, connaissant l'état réel de leurs finances. Son visage était figé par trop de maquillage et de stress. « Sidonie !» siffla-t-elle en m'agrippant le bras avec une force surprenante. Ses ongles manucurés s'enfoncèrent dans ma chair à travers le tissu de ma veste. « Tu es en retard. » De 10 minutes. Et, mon Dieu, qu'est-ce que tu portes? C'est une horreur. Elle me scanna de haut en bas avec un dégoût non dissimulé, comme si j'étais une tache de vin sur une nappe blanche. Je t'avais dit pastel. Olympe t'avait envoyé le nuancier par mail 3 fois. Tu as l'air d'une guichetière de banque de province ou d'une croque-mort en service. Tu vas gâcher l'harmonie des photos. Tu le fais exprès, c'est ça? Tu veux l'humilier? Bonjour à toi aussi, maman, dis-je froidement, dégageant mon bras de sa prise d'un mouvement sec. Je vais bien, merci de demander. La route s'est bien passée. Ne commence pas avec ton insolence passive-agressive, répliqua-t-elle, les yeux lançant des éclairs. Va te mettre au fond, près du buffet, derrière les plantes. Et essaie de sourire, pour l'amour du ciel. Les parents d'Enguerrand sont là. Ils possèdent la moitié des vignobles de l'appellation. Ne nous fais pas honte. Ne parle pas de tes problèmes d'argent. Contente-toi d'opiner du chef. Je me dirigeai vers la terrasse en pierre où se tenait le vin d'honneur. C'était un défilé de vanité provinciale. Les rires étaient trop forts, trop forcés, les bijoux trop brillants pour être de bon goût. Et au centre de tout cela, Olympe. Elle était magnifique, je devais l'admettre avec une pointe de tristesse. Sa robe était une splendeur de dentelle de Calais et de tulle de soie, valant probablement plus que toutes mes années d'études réunies. Elle rayonnait, mais c'était un éclat artificiel. Elle m'aperçut et son visage parfait se tordit en une grimace de désapprobation. Elle s'excusa auprès de son cercle d'admirateurs et vint vers moi, traînant sa traîne de 3 mètres sur les dalles. « Tu as mis du bleu marine, dit-elle, non pas comme une constatation, mais comme une accusation de haute trahison. Je t'avais dit que le bleu marine était interdit. C'est trop sombre, ça fait enterrement. Tu es jalouse, c'est ça? Tu veux attirer l'attention en jouant la rebelle? C'est tout ce que j'avais, Olympe. Tu sais, avec mes études qui n'en finissent pas, je n'ai pas beaucoup de budget pour une robe que je ne porterai qu'une fois, mentis-je avec une aisance qui me surprit moi-même. Enguerrand, le marié, s'approcha. Il était beau garçon dans son costume sur mesure, mais il avait ce regard fuyant, mou et arrogant des hommes qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit parce que tout leur a été donné à la naissance. « Laisse tomber, mon amour, dit-il en posant une main possessive et lourde sur l'épaule nue d'Olympe. Elle fait de son mieux avec ce qu'elle a. Tout le monde n'a pas ton goût inné ni ta classe. » Il me jeta un regard de pitié condescendante qui me donna envie de vomir sur ses chaussures italiennes. « Salut Sidonie. Merci d'être venue, malgré tout. On sait que c'est compliqué pour toi. » Malgré tout? Malgré quoi? Malgré ma pauvreté supposée? Malgré ma médiocrité intellectuelle face à leur splendeur? Je serrai mon sac à main contre moi. L'enveloppe à l'intérieur semblait vibrer, brûler mes doigts à travers le cuir.
Je ne voulais pas rater ça pour rien au monde, Enguerrand, répondis-je avec un sourire tranchant comme un rasoir qui n'atteignait pas mes yeux. C'est un jour révélateur. Un jour de vérité. Ils repartirent vers leurs invités, rayonnants et superficiels, persuadés d'être les rois du monde. Je restais seul, un point sombre et dense dans une mer de pastels vaporeux, attendant mon heure. Mon père était là-bas, près de la fontaine de champagne, en train de faire de grands gestes, riant fort. Je savais que le moment approchait. Le moment de faire éclater la bulle dorée. Le vin d'honneur battait son plein. Le soleil commençait à descendre, baignant le château d'une lumière dorée trompeuse. L'alcool déliait les langues et gonflait les égos démesurés. Je m'étais posté stratégiquement près d'un pilier en pierre, à l'ombre, observant mon père, Hubert. Il était dans son élément, jouant le rôle du patriarche prospère, généreux et bienveillant qu'il avait toujours rêvé d'être. Il tenait le père d'Enguerrand, un homme distingué et riche, par l'épaule, parlant assez fort pour que tout le cercle autour de l'entende. « Vous savez, mon cher, disait Hubert, sa voix portant par-dessus la musique douce du quatuor à cordes, ce n'est pas facile d'élever deux filles aujourd'hui avec les valeurs traditionnelles. Mais Bernadette et moi, nous n'avons jamais compté quand il s'agissait de leur avenir. Pour Olympe, ce mariage de princesse, c'était une évidence. Et pour Sidonie, il fit un geste vague et dédaigneux dans ma direction sans même me regarder. Comme on chasse une mouche, nous finançons ses études depuis des années. Des années. C'est un gouffre financier, elle enchaîne les diplômes, elle se cherche, mais que voulez-vous? L'éducation, c'est sacré. On se sacrifie, on se prive, pour qu'elle puisse trouver sa voie, même si c'est long. Des murmures admiratifs parcoururent l'assemblée. Quels parents dévoués, entendis-je d'une vieille dame perlée. Quelle générosité, c'est rare de nos jours. Ils portent tout sur leurs épaules. La bile me monta à la gorge, acide et brûlante. C'en était trop. C'était le mensonge de trop. L'hypocrisie était devenue physique, insupportable. Je décollai mon dos du pilier froid et m'avançai. Le bruit de mes talons sur les dalles de pierre résonnait étrangement fort, claquant comme des coups de feu, ou peut-être était-ce juste le battement assourdissant de mon cœur dans mes oreilles. Je fendis la foule. Les gens s'écartaient instinctivement, sentant peut-être l'énergie électrique, presque dangereuse, qui émanait de moi. Je n'étais plus la fille invisible. J'étais une tempête qui approchait. J'arrivais à la hauteur de mon père. Il s'interrompit au milieu d'une phrase, son verre de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Son sourire se figea en voyant mon expression. « Sidonie ? Qu'est-ce que tu fais ? » On parle entre adultes, dit-il, agacé d'être interrompu dans sa performance théâtrale. Retourne à ta place. Je ne clignai pas des yeux. Je ne baissai pas le regard. Je plongeai la main dans mon sac et en sortis l'enveloppe blanche, immaculée. Puisque tu parles d'argent, papa, et de tes immenses sacrifices, je pense que c'est le moment idéal, devant tous tes amis, pour te donner ceci. Il fronça les sourcils, puis son expression s'éclaira d'une lueur cupide et satisfaite. Il pensa que c'était un cadeau. Peut-être pensait-il que j'avais emprunté de l'argent à la consommation pour offrir un chèque de mariage décent, pour acheter mon pardon. Il posa son verre sur une table haute et prit l'enveloppe avec un sourire suffisant. Ah, tu as fait un effort finalement. C'est bien. Tu commences à comprendre comment ça marche. Il déchira l'enveloppe avec ses gros doigts boudinés, pressé de voir le montant. Il en sortit le chèque bleu pâle certifié de la banque. Il le regarda. Il cligna des yeux. Il le regarda encore, approchant le papier de son visage comme s'il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Sa bouche s'ouvrit, se referma, mais aucun son ne sortit. Bernadette s'approcha, curieuse et avide. « Qu'est-ce que c'est, Hubert ? Combien elle a donné ?» Elle regarda par-dessus son épaule, lut le chiffre, et poussa un petit cri étouffé, portant la main à sa gorge. 14 500 €, annonçai-je, ma voix claire, ferme et projetée, coupant le silence qui s'était installé autour de nous comme une lame de guillotine. C'est le montant exact, ajusté à l'inflation et aux intérêts légaux, de ce que vous avez payé pour mon premier semestre et mes frais d'installation il y a 4 ans. C'est tout ce que vous m'avez donné. Pas un centime de plus. Hubert devint rouge brique, puis violet. La veine sur son front se mit à palpiter dangereusement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Balbutia-t-il, cherchant ses mots, piégé. C'est une blague ?
Ça veut dire que je vous rembourse, continuai-je, impitoyable, savourant chaque syllabe. Vous n'avez cessé de me menacer de couper les vivres. De me faire du chantage affectif et financier à chaque fois que je ne me pliais pas à vos caprices ou que je ne souriais pas assez. Mais la vérité, papa, c'est que je me finance seule depuis 4 ans. J'ai travaillé la nuit en faisant la plonge. J'ai mangé des restes de clients. J'ai donné des cours particuliers le week-end. Et devinez quoi? J'ai fini mes études sans vous. Je fis une pause, laissant l'information pénétrer les esprits de l'assemblée. Je suis ingénieur, papa. J'ai été major de ma promotion il y a 3 semaines. J'ai un poste de direction à Bordeaux, dans un grand cabinet. Je gagne déjà plus que toi. Alors reprends ton argent. C'est le prix de ma liberté. À partir de cette seconde précise, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Tu ne peux plus rien me couper, rien me retirer, rien m'ordonner. Je ne te dois plus rien. Ni argent, ni obéissance, ni silence. Le silence était total, absolu, terrifiant. Même les oiseaux dans les arbres semblaient s'être tus par respect pour le carnage. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le gravier. Les invités d'Enguerrand, la haute société locale, fixaient Hubert comme s'il était une bête curieuse, un imposteur démasqué. Le masque du père généreux venait de tomber en miettes, révélant le tyran mesquin et menteur en dessous. Les mains d'Hubert tremblaient de rage incontrôlée. Il froissa le chèque dans son poing serré. La honte publique se transformait en fureur pure, en violence. Il leva la main. Je vis le mouvement au ralenti. Il allait me gifler. Devant tout le monde. Il allait essayer de me remettre à ma place par la force. Je ne reculai pas d'1 millimètre. Je relevai le menton, le défiant du regard, mes yeux plantés dans les siens. Fais-le, murmurai-je, assez fort pour qu'il m'entende, mais assez bas pour que ce soit intime. Fais-le, papa. Et je porte plainte demain matin. Et je m'assurerai que tout Montauban, que tous tes clients, sachent exactement qui tu es, un homme qui frappe sa fille parce qu'elle a réussi sans lui. Son bras resta en l'air, suspendu par l'hésitation, par la peur du scandale, par le regard horrifié des beaux-parents d'Olympe. Olympe pleurait quelque part derrière moi, un sanglot bruyant et infantile. Bernadette semblait au bord de l'évanouissement, s'agrippant à la nappe du buffet. Hubert abaissa lentement son bras, le souffle court, vaincu. Sors d'ici, cracha-t-il, de la salive au coin des lèvres. Sors d'ici tout de suite. Tu n'es plus ma fille. Tu es morte pour nous. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire, répondis-je. Adieu, Hubert. Je fis volte-face, mes talons pivotant sur le gravier avec une précision militaire. Je ne courus pas. Je ne voulais pas leur donner cette satisfaction de me voir fuir comme une enfant effrayée. Je marchai, tête haute, le dos droit, traversant la foule des invités pétrifiés qui s'écartaient sur mon passage comme les eaux de la mer Rouge devant Moïse. Je sentais leur regard dans mon dos, un mélange complexe de choc, de curiosité morbide, chez certains, je le jure, d'une admiration réticente. J'avais fait ce que beaucoup rêvaient de faire, dire la vérité aux puissants. Je rejoignis ma voiture garée loin derrière les haies de laurier. Une fois à l'intérieur, les portières verrouillées, le silence de l'habitacle me tomba dessus comme une chape de plomb. L'adrénaline qui m'avait tenu debout commença à retomber. Mes mains, qui avaient été si stables devant mon père, se mirent soudain à trembler violemment, de façon incontrôlable. Je dus serrer le volant de toutes mes forces, jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, pour les calmer. J'avais fait exploser la bombe nucléaire. J'avais détruit l'illusion familiale. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Je démarrai le moteur et sortis du domaine sans un regard en arrière dans le rétroviseur. En m'engageant sur la route départementale sinueuse, loin du château, loin des vignes, loin d'eux, je laissai échapper un cri. Pas un cri de douleur, pas un cri de tristesse. Mais un cri primal, sauvage, libérateur, qui venait du fond de mes tripes. C'est fini. Hurlai-je dans l'habitacle vide, les larmes roulant enfin sur mes joues. C'est fini. Je suis libre. 1 heure plus tard, je m'arrêtai sur une aire d'autoroute banale, sous des néons grésillants. J'avais faim. Une faim dévorante, animale. J'entrai dans la boutique de la station-service et achetai un sandwich triangle au poulet mayonnaise et une bouteille d'eau pétillante.
Assise sur un banc en béton froid, regardant les camions passer sur l'autoroute dans la nuit tombante, je dévorais ce repas médiocre comme si c'était un festin de roi étoilé. C'était le meilleur repas de ma vie. C'était le goût de l'indépendance totale. Je sortis mon téléphone de mon sac pour vérifier l'heure. L'écran s'alluma, noir de notifications. Une avalanche. 53 appels manqués. 20 messages vocaux. Des dizaines de SMS. J'en ouvris un au hasard, de ma mère. Tu es un monstre. Tu as tué ton père. Il est humilié devant tout le département. Olympe ne s'arrête pas de pleurer, son maquillage est ruiné. Reviens et excuse-toi à genoux immédiatement si tu veux qu'on te pardonne un jour. Un autre d'Olympe, je te hais. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu as tout gâché parce que tu es une vieille fille aigrie et moche qui ne supportera jamais que je sois heureuse. Et un de mon père, simple et glaçant, tu vas le payer. Je te promets que tu vas le payer très cher. Je n'ai pas répondu. Je n'ai ressenti aucune culpabilité, juste une immense fatigue. J'ai appuyé sur bloquer pour le numéro de ma mère. Bloqué pour Olympe. Bloqué pour Hubert. Puis, j'ai fini mon sandwich, jeté l'emballage dans la poubelle jaune, et repris la route vers Bordeaux, vers ma tour de verre, vers ma vie. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Je pensais que j'avais coupé la tête de l'hydre et qu'elle allait mourir. Mais je me trompais lourdement. Le passé est une bête tenace, et les secrets de famille ont la peau dure. Je ne savais pas encore que mon coup d'éclat n'était que le début d'une réaction en chaîne qui allait révéler des mensonges bien plus sombres et des escroqueries bien plus graves que je ne l'avais jamais imaginé. La semaine qui suivit fut étrangement calme, comme le calme avant la tempête. Je retournai travailler le lundi matin comme si de rien n'était. Mes collègues me félicitèrent pour mon efficacité sur les dossiers en cours, ignorant tout du drame shakespearien qui s'était joué dans le Tarn-et-Garonne. Madame Castagnier, ma directrice, une femme de fer aux cheveux courts, m'annonça même que j'étais pressentie pour diriger la phase 2 du réaménagement des quais de la Garonne, un projet titanesque de plusieurs millions d'euros. J'étais dans mon élément, le béton, les flux hydrauliques, les calculs de charge. Des choses logiques, maîtrisables, rationnelles. Loin des émotions désordonnées de ma famille. Mais le jeudi soir, alors que je rentrais chez moi, dans mon appartement terrasse du quartier des Chartrons que je venais d'acquérir, l'interphone sonna. Il était 21h. Je regardais la caméra de surveillance. Je faillis lâcher mes sacs de course. C'était Olympe. Elle ne portait pas de dentelle ni de maquillage parfait. Elle avait les cheveux tirés en un chignon graffé à la va-vite, portait un jean trop large et un pull taché. Elle avait des cernes sous les yeux qui descendaient jusqu'au menton. Elle avait l'air brisé. Plus petite. Ouvre, Sidonie. S'il te plaît. Je sais que tu es là, je vois la lumière. Je n'ai nulle part où aller. J'hésitais, la main sur le bouton. Mon instinct de survie me criait de ne pas répondre, de la laisser dehors, de protéger ma forteresse. Mais c'était ma sœur. Et elle avait l'air si pathétique, si perdue, que ma curiosité l'emporta sur ma renséhure. J'appuyai sur le bouton d'ouverture. Quand elle entra dans mon appartement, elle s'arrêta net sur le seuil. Ses yeux rouges parcoururent le salon spacieux, le parquet en chêne, la décoration moderne et minimaliste, la baie vitrée donnant sur le fleuve illuminé par les lumières de la ville. « Tu vis ici ?» demanda-t-elle, la voix cassée, incrédule. « C'est immense. C'est magnifique. Je gagne bien ma vie, Olympe. Je te l'ai dit samedi. Je ne mentais pas. » Elle s'effondra sur mon canapé en cuir blanc sans y être invitée, comme une poupée de chiffon dont on a coupé les fils. Je ne savais pas. Je pensais vraiment que tu vivais dans un studio étudiant miteux sous les toits. C'est ce que maman disait toujours. Elle disait que tu vivais dans la crasse. Maman dit beaucoup de choses pour se rassurer, répondis-je en posant un verre d'eau fraîche devant elle. Pourquoi es-tu là, Olympe? Pour me crier dessus encore une fois? Pour me dire que j'ai gâché ta vie? Olympe prit le verre, ses mains tremblant légèrement, faisant cliqueter la glace contre la paroi. Je suis partie. J'ai quitté l'appartement d'Enguerrand ce matin. Je m'assis en face d'elle, stupéfaite. Quoi? Ça fait 5 jours que vous êtes mariés. Vous n'êtes même pas encore partis en lune de miel aux Maldives. Ce n'est pas ce que tu crois, sanglota-t-elle, les larmes recommençant à couler.
Depuis le mariage, depuis ton esclandre, il a changé. Il est devenu froid. Méchant. Il m'a traité de menteuse. Il a dit que ma famille était une bande d'escrocs minables. Qu'il allait vérifier les comptes et porter plainte. Vérifier les comptes ? Répétai-je, un frisson glacé parcourant mon échine. De quel compte il parle ? Olympe renifla bruyamment, s'essuyant le nez avec sa manche. Je ne sais pas. Je ne comprends rien à l'argent, tu le sais bien, on ne m'a jamais appris. Mais il parlait d'un prêt. Un gros prêt que papa lui a demandé il y a 6 mois en secret. Je me penchai en avant, mon regard se durcissant. Combien, Olympe ? Dis-moi le chiffre. 40 000 €, murmura-t-elle, honteuse. Papa lui a dit que c'était pour payer ton doctorat aux États-Unis. À Harvard. Le monde sembla s'arrêter un instant. Le silence dans la pièce devint assourdissant. Mon doctorat ? Dis-je doucement, articulant chaque mot. Je n'ai jamais voulu faire de doctorat. Je travaille. Et je n'ai jamais mis les pieds aux États-Unis de ma vie. Je sais. Cria Olympe, paniquée. C'est pour ça que j'ai eu peur. Enguerrand hurlait dans le salon. Il disait qu'il allait porter plainte contre papa pour abus de confiance et escroquerie. Sidonie. Papa et maman sont ruinés. Ils ont utilisé ton nom, ta réputation d'étudiante éternelle, pour soutirer de l'argent à mon mari. Je regardais ma sœur, cet enfant gâté qui venait de se prendre la réalité en pleine face comme un mur de briques. Pour la première fois, je ne vis pas l'enfant roi détestable, mais une victime collatérale de leur folie. Ils m'avaient utilisé comme excuse pour leur fierté mal placée, et ils l'avaient utilisée, elle, comme appât, comme monnaie d'échange pour attraper un mari riche afin de combler leurs dettes abyssales. Ils nous ont menti à toutes les deux, dis-je, sentant une nouvelle colère, plus froide et plus dangereuse, monter en moi. Ils m'ont volé mon identité pour voler son argent. Olympe, tu vas rester ici ce soir. Demain, nous allons voir Enguerrand. Et nous allons tout mettre sur la table. Le lendemain matin, j'ai accepté de rencontrer Enguerrand. Olympe avait arrangé le rendez-vous, terrifiée à l'idée d'affronter son mari seul. Elle avait besoin d'un bouclier, et pour la première fois, j'ai accepté de l'être. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie neutre et bruyante, près de la gare Saint-Jean à Bordeaux, un terrain neutre loin de Montauban. Enguerrand arriva, l'air furieux, mal rasé et fatigué. Il ne portait pas de cravate. Quand il me vit, son expression changea légèrement. Il n'y avait plus de pitié condescendante dans ses yeux, mais une méfiance calculatrice, celle d'un homme d'affaires qui réalise qu'il a mal évalué son adversaire. « Alors c'est vrai ?» lança-t-il sans préambule en s'asseyant lourdement. « Tu n'es pas étudiante ? Tu n'es pas à Harvard ?» Je sortis une pochette cartonnée de mon sac et la glissai sur la table vers lui. « Voici mon contrat de travail en CDI, mes 3 dernières fiches de paie, et une copie certifiée conforme de mon diplôme d'ingénieur obtenu il y a 1 mois. Je travaille depuis 3 ans en alternance et maintenant à plein temps. Je n'ai jamais demandé d'argent à mes parents pour un doctorat imaginaire. Je ne savais même pas qu'il t'avait parlé. » Enguerrand ouvrit la pochette. Il parcourut les documents avec fébrilité. Son visage devint blême, puis gris. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux gominés. « Les salauds, murmura-t-il, la voix tremblante de rage contenue. Ton père est venu me voir dans mon bureau, il y a 6 mois. Il a pleuré. Hubert a pleuré devant moi. Il a dit que tu étais brillante, un génie, que tu avais une opportunité unique aux États-Unis, mais que la bourse ne couvrait pas tout. Il a joué sur ma corde sensible, sur l'honneur de la future famille, sur la solidarité. Il m'a dit, aide ma fille aînée, et tu aideras la famille entière. Il m'a emprunté 40 000 €. Il a signé une reconnaissance de dette, promettant de rembourser après la vente d'un terrain constructible qu'il possédait, qui n'existe probablement pas. Il n'y a pas de terrain, confirmai-je impitoyablement. Ils ont vendu les derniers terrains il y a 10 ans pour payer des vacances aux Seychelles. Et l'argent n'est jamais allé vers moi. Ils l'ont probablement utilisé pour payer la location du château pour votre mariage, le traiteur, et la robe d'Olympe. Ils ont payé ton mariage avec ton propre argent, Enguerrand. Olympe, assise à côté de moi, baissa la tête, rouge de honte. Ma robe coûtait 8 000 €, murmura-t-elle. Enguerrand frappa du poing sur la table, faisant sursauter les clients voisins et renverser le sucrier.
C'est de l'escroquerie pure et simple. Je vais les traîner en justice. Je vais les détruire. Je vais saisir leurs maisons, leurs meubles, leurs voitures, tout. Je ne laisserai rien. Il se tourna vers Olympe avec un regard noir. Et toi? Tu savais? Tu étais complice? Non. Cria-t-elle, les larmes aux yeux. Je te jure, Enguerrand. Je croyais qu'ils étaient riches. Ils m'ont toujours tout acheté. Je n'ai jamais regardé les comptes. Je regardais cet homme, riche mais dupé par sa propre vanité, et ma sœur, gâtée mais ignorante des réalités de la vie. C'était un spectacle pathétique. Enguerrand, intervins-je calmement. Tu peux les attaquer. Tu gagneras, c'est certain. Mais tu sais qu'ils n'ont plus rien. Si tu saisis la maison, elle est probablement déjà hypothéquée 3 fois. Tu ne récupéreras pas ton argent. Tu ne récupéreras que des miettes et la satisfaction de les voir à la rue. Ça me suffit, grogna-t-il. Personne ne me vole 40 000 € et sans tire. C'est une question de principe. Fais ce que tu as à faire, dis-je en me levant. Mais laisse Olympe en dehors de ça. Elle est aussi bête qu'elle en a l'air concernant l'argent, elle ne mentait pas. Elle est aussi victime que toi dans cette histoire. Olympe me donna un coup de pied sous la table, indigné, mais je vis de la gratitude dans ses yeux mouillés. J'avais insulté son intelligence pour sauver son intégrité morale. Je vais réfléchir, dit Enguerrand en se levant à son tour. Mais dis à ton père de se trouver un bon avocat. Ou un bon cardiologue. Parce que je ne vais pas le lâcher. Je vais lui mettre une pression telle qu'il regrettera d'être né. Sa phrase était prophétique. Car 3 jours plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Et cette fois, ce n'était pas une menace en l'air. C'était ma mère. Je n'avais pas débloqué son numéro, je tenais bon. Mais elle m'appelait d'un numéro inconnu, fixe, probablement celui de l'hôpital. J'ai décroché, sentant mon estomac se nouer. Allô? Tu es contente? Sa voix était un mélange terrifiant de sanglots hystériques et de venin pur. Ton père est aux urgences. Infarctus massif. Il est en soins intensifs, branché de partout. Mon cœur rata un battement. Le temps se suspendit. Malgré tout, malgré la haine, les insultes, le vol, c'était mon père. La petite fille en moi, celle qui voulait juste qu'il la regarde avec fierté une fois dans sa vie, eut peur. Une peur viscérale, irrationnelle. Est-ce qu'il va mourir? Il est vivant. Pour l'instant. Les médecins sont réservés. Mais c'est ta faute, Sidonie. Tout est ta faute. Enguerrand a envoyé un huissier hier matin à la maison. Ton père a ouvert la lettre, il est devenu tout blanc, et il s'est effondré dans le couloir. Son cœur a lâché sous le coup de la honte et du stress que tu as provoqué. Je fermai les yeux, inspirant profondément pour ne pas me laisser submerger par sa manipulation émotionnelle. Elle essayait de me transférer la culpabilité, leur arme favorite. Ce n'est pas ma faute, maman. C'est la conséquence de ses actes, de ses mensonges. Il a volé de l'argent. Le stress vient de la dette, pas de moi. On a fait ça pour la famille. Pour Olympe. Pour que tout le monde soit heureux. Et toi, avec ton égoïsme, ta froideur, tu as tout détruit. Tu dois venir. Maintenant. Il demande à te voir. Il réclame Sidonie. J'ai raccroché et j'ai appelé Asilis immédiatement. N'y va pas, me dit-elle fermement. C'est un piège émotionnel, Sidonie. Ils vont utiliser sa maladie pour te faire plier. C'est classique. Je dois y aller, Asie. Pas pour lui. Pas pour le sauver. Mais pour moi. Pour clore le chapitre définitivement. Si je n'y vais pas, je serai toujours la méchante qui a abandonné son père mourant dans leur version de l'histoire. Je veux voir la vérité de mes yeux. Je suis retournée à Montauban le soir même. L'hôpital sentait l'éther, le désinfectant bon marché et la tristesse des salles d'attente. Quand je suis entrée dans la chambre 304, Hubert était allongé, branché à des moniteurs qui bipaient rythmiquement. Il avait l'air petit, gris, fragile dans cette blouse bleue trop grande. Loin du tyran qui tenait au téléphone il y a une semaine.
Bernadette était assise sur une chaise en plastique, Olympe debout près de la fenêtre, l'air perdu et terrifié. Hubert ouvrit les yeux. Il me vit. Ses yeux n'avaient pas changé. Ils étaient toujours calculateurs. Sidonie, Croassatéil, la voix pâteuse. Je m'approchai du lit, gardant une distance de sécurité d'1 mètre. Je suis là, papa. Tu as réussi, hein? Murmura-t-il avec difficulté. Tu nous as bien eus au mariage. Tu as fait ton petit effet. Je n'ai fait que dire la vérité. Il fit une grimace qui se voulait un sourire, mais qui ressemblait à un rictus de douleur. Tu as de l'argent, maintenant. Maman m'a dit. Tu es directrice. Tu as un gros salaire. Je me tendis, tous mes muscles se contractant. Je savais où cela allait. Le piège se refermait. Enguerrand, ce vautour, il veut nous détruire. Il veut la maison. La maison où tu as grandi, Sidonie. Tes souvenirs. C'est la maison que vous avez hypothéquée pour payer vos apparences, rectifiai-je froidement. Sidonie, tu peux nous sauver. Tu es la seule. Tu as un bon salaire, pas de dette. Les banques te feront confiance. Tu peux reprendre le prêt. Tu peux payer Enguerrand. C'est 40 000 €. Pour toi, ce n'est rien, c'est 1 an de salaire. Pour nous, c'est la vie ou la mort sociale. Il tendit sa main perfusée vers moi, ses doigts tremblants cherchant les miens. Fais ça, ma fille. Paie la dette. Et on oublie tout. On oublie l'esclandre. On oublie le passé. Tu redeviens notre fille. Tu seras la sauveuse de la famille. On sera fiers de toi. Le chantage ultime. L'amour conditionnel à son paroxysme. Paie, et on t'aimera. Achète ton ticket d'entrée dans la famille. C'est le moment crucial de toute ma vie. Mon père, sur son lit d'hôpital, branché à des machines, me demande 40 000 € pour racheter son amour et sauver la maison familiale. Que feriez-vous? Vous payez pour avoir la paix et sauver les apparences? Ou vous laissez vos parents couler pour leur apprendre une leçon, quitte à passer pour un monstre? Dites-moi ce que vous feriez à ma place en commentaire, car la décision que j'ai prise a choqué tout le monde. Je regardais sa main tremblante tendue vers moi. Pendant une seconde, une fraction de seconde vertigineuse, j'ai failli dire oui. C'est tellement ancré en nous, ce besoin biologique de sauver nos parents, d'obtenir leur validation, d'entendre enfin « je suis fier de toi ». C'était la clé qu'il me tendait, paix, et tu seras enfin la fille préférée. Tu prendras la place d'Olympe sur le piédestal. Puis j'ai regardé Olympe. Elle me regardait avec des yeux écarquillés, attendant ma réponse. Elle ne me suppliait pas. Elle semblait curieuse. Elle attendait de voir si j'allais céder comme elle l'avait toujours fait. J'ai pensé à mes nuits de travail dans le froid. À mes repas sautés. À cet argent que je gardais pour acheter mon propre appartement, pour mon avenir, pour ma sécurité. J'ai pensé à la Fiat 500. Je reculai d'1 pas, m'éloignant de sa main. Non. Le mot tomba dans la pièce stérile comme un couperet d'acier. Quoi? S'étrangla Bernadette, se levant d'un bond. Tu vas laisser ton père mourir de stress? Tu vas nous laisser à la rue? Tu es un monstre. Non, maman. Je ne suis pas un monstre. Je suis une adulte responsable. Et je vais laisser mon père assumer ses responsabilités d'adulte pour la première fois de sa vie. Je ne suis pas votre plan retraite. Je ne suis pas votre assurance contre la faillite frauduleuse. Je ne suis pas votre banquier. Je regardais Hubert droit dans les yeux, sans ciller. Tu ne m'as jamais respectée quand j'étais pauvre et étudiante. Tu ne vas pas commencer à m'aimer par magie juste parce que je suis riche et utile. Ton amour est à vendre, papa, je le vois maintenant. Mais je n'achète pas. C'est trop cher pour de la contrefaçon. Ton affection ne vaut pas 40 000 €. Elle ne vaut rien. Hubert retomba lourdement sur ses oreillers, le visage tordu de haine pure. Le masque de la victime tomba instantanément. Tu es une ingrate. Une sans cœur. Je te maudis, Sidonie. J'aurais dû te renier à la naissance. Maudis-moi si tu veux, dis-je calmement, sentant une paix immense m'envahir. Mais je pars d'ici avec ma conscience tranquille et mon compte en banque intact.
Débrouillez-vous avec Enguerrand. Vendez la maison. Vendez la voiture. Apprenez à vivre avec vos moyens. Je me tournai vers Olympe, qui était restée silencieuse. Si tu as besoin d'aide pour trouver un vrai travail, appelle-moi. Je t'aiderai à faire un CV. Je t'aiderai à t'inscrire à des formations. Mais je ne donnerai pas un centime liquide à ces deux-là, et je ne te donnerai pas d'argent non plus. Olympe me regarda, stupéfaite. Puis, lentement, elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Merci, Sidonie, murmura-t-elle. C'est juste. Je sortis de la chambre d'hôpital sous les cris hystériques de ma mère qui m'insultait dans le couloir. Je marchai vers la sortie, mes talons claquant sur le lino, indifférente au regard des infirmières. Je me sentais légère. Incroyablement légère. J'avais brisé la dernière chaîne. J'avais tué le père symbolique pour pouvoir vivre. Les mois qui suivirent furent une étude de contraste saisissante, presque littéraire. À Bordeaux, ma carrière décollait en flèche. Le projet des quais de Garonne fut inauguré en grande pompe au printemps. Le maire de Bordeaux me serra la main devant les caméras, les flashs crépitèrent. Le journal Sud-Ouest titra en pleine page, Sidonie L, l'ingénieur qui redessine la ville. J'étais sur une estrade, entourée de gens qui respectaient mon intelligence, mon travail et ma parole. J'achetai finalement mon appartement-terrasse. Un vrai chez moi, où personne ne pouvait entrer sans mon invitation, où aucun cri ne résonnait. À Montauban, c'était la débâcle totale. Enguerrand ne lâcha rien, motivé par sa fierté blessée. Mes parents durent vendre leur maison précipitamment, bien en dessous du prix du marché, pour éviter la saisie judiciaire publique. Une fois Enguerrand remboursé, ainsi que les divers crédits à la consommation qu'ils cachaient, il ne leur restait presque rien. Ils déménagèrent dans un petit T2 sombre en location dans une banlieue triste de Toulouse. Hubert, affaibli par son cœur et son ego brisé, passait ses journées à regarder la télévision, amer, ressassant sa haine. Bernadette dut prendre un emploi de caissière à mi-temps dans un supermarché pour payer les factures, elle qui avait toujours méprisé les petites gens et les métiers de service. L'ironie du sort était cruelle, mais juste. Et Olympe ? C'est là que l'histoire devient intéressante et pleine d'espoir. Enguerrand et elle divorcèrent 3 mois après le mariage. Sans argent, sans qualification, Olympe se retrouva au pied du mur. Elle m'appela un soir, en pleurs, paniquée. Je ne sais rien faire, Sidonie. Je suis nulle. Je ne suis bonne à rien, juste à être belle, et même ça ne dure pas. C'est ce qu'ils t'ont fait croire pour te garder dépendante, lui dis-je doucement. Tu as du goût. Tu as l'œil pour les détails, pour les couleurs. Utilise-le. Je l'ai aidé à s'inscrire à une formation intensive de décoration d'intérieur pour adultes. Je ne lui ai pas donné d'argent, je m'y suis tenue rigoureusement, mais je lui ai offert mes vieux livres de design, mon temps et des conseils stratégiques. Pour la première fois de sa vie, Olympe dut travailler pour de vrai. Elle servit des cafés dans un bar le soir, elle nettoya des sols pour payer sa formation. Elle perdit ses ongles manucurés, elle eut mal au dos, mais elle gagna quelque chose de bien plus précieux que l'argent de papa, la fierté de soi. Un jour, 6 mois plus tard, elle m'envoya une photo sur WhatsApp. C'était son premier petit chantier terminé, le réaménagement d'un petit salon de coiffure de quartier. C'était modeste, mais c'était harmonieux, lumineux et beau. J'ai gagné mes premiers 500 €, m'écrivit-elle en dessous de la photo. C'est moi qui les ai gagnés. Personne ne me les a donnés. C'est mon argent. J'ai souri en lisant ce message, une larme roulant sur ma joue. La malédiction de l'enfant roi était rompue. Olympe était sauvée. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres. L'enveloppe était bon marché, l'écriture tremblante mais familière, celle de mon père. Je me suis assise sur ma terrasse face à la Garonne pour l'ouvrir. Pas d'excuses, bien sûr. Hubert ne s'excuse pas, Hubert ne regrette pas. La lettre n'était qu'une suite de phrases alambiquées sur le sang qui est plus épais que l'eau, sur la solitude terrible de la vieillesse et sur les difficultés financières, finissant par une demande implicite de visite et probablement d'une petite aide financière déguisée pour Noël. Je n'ai ressenti aucune colère. Juste une indifférence polie, comme si je lisais le courrier d'un étranger un peu pathétique. Je suis allée me promener sur les quais que j'avais contribué à construire et à embellir. Le vent de l'Atlantique soufflait, frais et salé, nettoyant l'air. J'ai sorti la lettre de ma poche.
J'ai aussi sorti un briquet. J'ai regardé la flamme orange lécher le papier, transformant les mots manipulateurs de mon père en cendres noires et grises qui s'envolèrent vers le fleuve, emportés par le courant vers l'océan. Je vis une silhouette s'approcher de moi. C'était Olympe. Elle était venue passer le week-end à Bordeaux pour me voir. Elle portait un jean simple, des baskets et un pull confortable. Elle semblait plus heureuse, plus vivante que le jour de son mariage princier en robe de dentelle. « Tu as brûlé quoi ?» demanda-t-elle en me rejoignant, regardant les dernières cendres voler. « Le passé » répondis-je simplement. « Les dernières dettes. » Elle passa son bras sous le mien, un geste d'affection sincère que nous n'avions jamais eu enfant. « Tu sais, maman m'a appelé hier en cachette. Elle a dit que tu étais sans cœur de ne pas répondre à la lettre de papa, qu'il souffre beaucoup. »« Et qu'est-ce que tu as dit ?» demandai-je, curieuse. Olympe sourit, un vrai sourire, libre et complice. « J'ai dit que tu avais un cœur énorme. Mais que tu avais aussi une colonne vertébrale en acier trempé. Et que c'était bien plus utile pour survivre dans ce monde. » Et j'ai raccroché. Nous avons ri, là, face au fleuve majestueux. Deux sœurs rescapées d'un naufrage familial, unies non pas par le sang toxique de nos parents, mais par la cicatrice commune de notre guérison et de notre indépendance. J'ai gagné ma liberté avec un chèque de 14 500 €. C'était cher payé, mais c'était le juste prix. Mais j'ai gagné ma sœur avec la vérité brutale. C'était le meilleur investissement de ma vie. Voilà mon histoire. J'espère qu'elle vous rappelle que votre valeur ne dépend pas de la validation de vos parents, surtout s'ils sont toxiques ou narcissiques. On ne choisit pas sa famille, c'est une loterie, mais on choisit de s'en libérer et de construire la sienne. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, lâchez un j'aime sur la vidéo, c'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire de revanche et de justice. Prenez soin de vous, protégez votre argent et votre santé mentale, et n'oubliez pas, la meilleure vengeance, c'est un succès éclatant et heureux. Jeez. I'm going up there and tagging their support. When did they get a venom? Venom! Mess him up, mess him up, mess him up. Okay. Oh wow, okay. Whatever the fuck that was. Oh my god. Tremble before mask! Hey, I'm alive. I got fucked. Get him, Doug, get him! Get him, Doug, get him! I'm Get on getting you. point! What the fuck? You got no Oh, one. Black Panther got me. How did we not get the point though? God. Yeah, Smiley. I kept on going back up and down, up and down. I don't remember there being this many effects on screen before. There wasn't before we had all these new people. This shit goes all over the screen. Fucking Gambit and I think what's her name? The flame girl right there. Why do you look like a zombie? Because I am one. Oh, Mario! A Rob Zombie poster. Mario, thanks for the sub. Hi, Mario. How you doing, Mario? I'm gonna explode. The prime sub to Mario. Oh, that's what I did, yeah. I feel like I want to play
some LeBron obby right now. LeBron hobby. I don't Like, know. I don't know. I'm just in kind of a LeBron obby mood. You'll need a top-notch team to win this one. I like what Tommy's cooking. Sergeant Balls. What are these names? Sergeant Balls. I am the god of thunder and the mightiest avenger. What, Lightning? You don't want to play LeBron obby? I want to play wait in line for LeBron. That does sound kind of peak. Peak. Again. Like One Piece. I hate how we can't watch anymore until a couple more months. Brother Loki imperils not just Yeah. Asgard, but all. We just caught up. 30 seconds before you attack. One Piece Get season ready. 1 is over. You can't handle the cube, Archer. I hope you don't plan Can't wait for to season miss 2. today. Can't wait. Plan to miss. Oh, it's a little joke before battle. Never mind. Season 2 might be peak. It definitely will be peak if you've been reading the manga. I have not, because I'm fucking dyslexic, bitch. 3, Loki, I kind of want to try. 1. I know. No, you're fucking colorblind. So why are you being ableist? Because I'm allowed to. Oh great, they have a Hawkeye. Oh, Hawkeye though. You're right. Okay. I died. I think he failed. Hawkua. Hawk. That's the name of their road. I think I killed myself. Don't. Too late. I'm sorry for your loss. I know. Stop scrolling and start moving in half lane. Stop them. You good? Yeah, I'm chilling. Help me. What do you mean, Hobie? I'm fighting her. Touched. He just watched me. I was literally hitting her the whole time.